Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir et belle année à vous toutes et à vous tous. Une année que je vous souhaite joyeuse et sereine. Et pour cette première émission de 2023, nous accueillons deux Français, Arthur Bergeret et Hugo Pillegan, qui, il y a 4 ans, ont lancé un lieu très spécial à Bucarest. Nous allons évidemment en parler, on va parler de leur endroit, mais aussi d'autres choses. Je précise qu'Arthur et Hugo sont deux amis d'enfance, tous deux lyonnais, et qu'ils sortent de la même école de commerce à Lille. Arthur Bergeret, Hugo Pillegan, bonsoir. Bonsoir Laurent. Alors, la question qui s'impose à tous les invités qui ne sont pas de Roumanie et que je pose à chaque fois, c'est évidemment comment vous êtes chacun de vous deux arrivés à Bucarest. Je ne me rappelle pas d'ailleurs si vous êtes arrivés ensemble. On est arrivés ensemble. D'accord. Par l'avion, comme beaucoup de gens. Ouais. On est arrivé en fait une première fois en octobre 2017, si je ne m'abuse, où on est venu en fait ici en vacances pour une dizaine de jours en Roumanie, et on a fait en fait moitié dans campagne, donc le trip un peu voilà, le Brasov, Sibiu, donc un peu le sud, le classique sud des Et ça, Carpates. c'était simplement Ça c'était du tourisme. Du tourisme, mais pourquoi la Roumanie vous a attiré? En fait, c'était une coïncidence. En fait, si on doit remonter un tout petit peu en arrière, si on a le temps, Ouais. l'idée c'est qu'on était tous les deux, en fait, on vient tous les deux on avait tous les deux quitté nos boulots respectifs, et en fait, on était dans une sorte d'année sabbatique, où on prenait une grande réflexion sur quel allait être le prochain virage. On avait tous les deux plus ou moins défini qu'on voulait devenir entrepreneur et qu'on voulait monter un projet ensemble. Et en fait, c'était au cours de cette réflexion, où on était tous les deux, en fait, rentrés à Lyon, parce que moi, j'avais un job à Paris, Arthur avait un job au Brésil, c'est une autre histoire encore. Mais en fait, on s'est tous les deux retrouvés à Lyon à un moment de transition. Et en fait, dans le cours de cette transition, on a été invités par des amis à venir voyager. Et en fait, au début, l'idée de ces amis était de partir en Russie. Sauf qu'en fait, la Russie, c'est compliqué. Il faut donner toutes ces destinations à l'avance. Il fallait donner les noms des hôtels. Un visa. On était à la dernière minute. On a dit, bon, on laisse tomber la Russie. Et en fait, on s'est un peu dit, bah, qu'est-ce qu'il y a de sympa dans la zone? Bah, tiens, la Roumanie, Bucarest, on n'a jamais fait. On en avait un peu entendu parler. Ça a l'air très chouette. Allons-y. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est arrivé en Roumanie complètement par hasard pour des vacances assez courtes. Et en fait, la ville et l'ambiance nous a tellement plu que, en plus de ça, on était vraiment dans une période de réflexion et de désir de changement de vie. On s'est dit, le dernier jour, après une belle fête à Bucarest, en fait, on s'est retrouvés tous les deux parce que nos amis étaient déjà repartis, avaient pris l'avion, on avait juste nos billets un peu plus tard. Et on s'est dit, mais c'est super ici, est-ce qu'on retenterait pas le coup? Est-ce qu'on reviendrait pas pour voir un peu ce qui se passe? Et est-ce que finalement, ce serait pas le bon endroit pour commencer cette nouvelle vie? Parce qu'on cherchait justement un endroit en Europe qui soit pas la France, qui soit assez abordable en termes de prix, parce que c'était notre premier projet entrepreneurial. Et finalement, un peu sur un coup de tête, on s'est dit, bah tiens, on va revenir. Et en fait, vous vous êtes rendu compte aussi que la langue était plus accessible. Ouais, Il y avait encore une certaine francophonie. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens très bien en fait le premier souvenir où on arrive de l'aéroport et on voit en fait toutes ces grandes marques dont on citera pas le nom, mais qui sont de partout. Et donc on a l'impression un peu mais c'est une zone commerciale française. Et puis après on rentre, on voit l'Arc de Triomphe, on se dit mais est-ce qu'on est vraiment arrivé à Bucarest? Ouais. Et ensuite on commence à voir que justement il y a beaucoup de choses qui sont quand même très propres à cette ville, à cette culture. Mais en effet, on est à la fois dépaysé, mais non plus pas trop. Sentez une présence. Et on se sent quand même un peu. Oui, on se sent quand même un peu à la maison. Et c'est vrai que le fait, dans l'idée d'ouvrir un business, il y avait beaucoup de cases qui étaient cochées. Le fait d'avoir une langue latine, le fait que ça soit dans l'Union européenne, parce que beaucoup de pays de la zone ne le sont pas. Le fait que oui, en effet, il y ait une vraie francophilie, le fait que ce soit facile pour un étranger de s'installer, parce qu'il y avait quand même, c'est quand même assez facile de manière générale d'obtenir un visa, de se poser ici. Le fait aussi que le climat général soit hyper safe, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de danger à vivre ici. Moi, par exemple, on venait tous les deux d'Amérique du Sud, c'était un peu aussi ce qui nous avait freiné là-bas, c'était de se dire, démarrer un projet là-bas, c'est quand même un peu risqué, il y a un contexte qui est pas facile, il y a potentiellement des chantages, des choses qui peuvent arriver. Vous auriez été éventuellement prêt à vous expatrier pendant plusieurs années en dehors de l'Union européenne, enfin en Amérique latine?
Bah moi, c'était mon idée à la base. Moi, en fait, j'avais eu du Ouais, coup, Arthur, ouais. j'ai eu en fait une expérience d'1 an au Brésil, mais que j'ai aimé pour plein de choses, mais notamment en fait, ça m'a permis d'arriver à la conclusion que j'avais pas envie de ça justement et que c'était trop loin Où ça, parce au que Brésil? à Sao Paulo. Mhm. Et c'était pour moi en fait trop loin de la famille, de mes amis. Mm. C'est un pays et un continent que j'aime beaucoup pour plein de choses, pour voyager, mais c'est vrai que pour y vivre, c'est quelque chose de différent et j'avais besoin en fait d'être pas forcément d'être en France, mais d'être dans ailleurs et dans quelque chose de plus Et de proche. pouvoir revenir Bah, c'est ça, on est quand même à relativement 2 heures et demie, facilement. 3 heures Mm. de la France, c'est ce qui est quand même assez pas de décalage horaire. Mm. Et puis on est quand même aussi en termes de proximité culturelle, on est un peu quand même sur le même créneau. Mm. Alors que l'Amérique latine, c'est quand même complètement différent. Ouais. C'est autre chose. Alors, venons-en à votre lieu que j'ai découvert récemment, avant les fêtes, et qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est un lieu, et je vais vous laisser l'un et l'autre en parler, qui a 2 activités. Alors, je ne sais pas, Arthur, Hugo, qui commence par l'une Je t'en de prie, ces 2 je te activités, laisse, Hugo, Bah en fait, je peux et commencer par Arthur fera la seconde peut-être. Ouais. ouais, je peux commencer par la jeunesse du projet. Mhm. Comment ça s'est passé? Donc en fait, pour faire une petite transition, on est revenu à Bucarest en février 2018 dans l'idée en fait d'ouvrir un projet ensemble. Et on était assez clair qu'on voulait que ça soit dans l'hospitalité. Donc l'idée était épicerie, bar, lieu de vie, et on pensait tous les deux à un lieu où se matérialise un peu tout ça. Et finalement, en fait, Vous avez déjà, l'un de vous ou tous les deux, de l'expérience dans ce domaine-là? pas vraiment. De la restauration, l'hôtellerie, très peu. On avait fait des petits Pas, boulots. d'accord. On avait fait des petits boulots tous les Mhm. deux respectivement là-dedans, mais très peu. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'une chose en entraînant une autre, on a trouvé ce lieu qu'on a récupéré. Et en fait, on a un peu pensé notre projet en fonction du lieu, qui a 2 entités. Et la première entité, en fait, c'est un co-living. Donc, qu'est-ce qu'un co-living? C'est une nouvelle génération dans la prolongation des coworking Mhm. de lieux de vie communautaire. Donc en fait, je pense que la plupart de nos auditeurs savent maintenant ce que c'est qu'un coworking. L'idée, c'est donc cet espace de travail partagé. Le co-living, en fait, propose la même chose pour le lieu de vie. En fait, on a de plus en plus dans notre génération de trentenaires, de personnes qui sont dans la vie active, qui sont de plus en plus mobiles, qui se déplacent un peu partout dans le monde et qui cherchent à justement continuer après l'âge traditionnel, parce qu'en fait dans les générations précédentes, on va dire, on avait un schéma classique où à 25 ans on était marié avec des enfants, ce qui est de moins en moins vrai. Et là, c'est vrai que notre génération, elle cherche de plus en plus de flexibilité. Et quelle est la différence entre une auberge de jeunesse et un espace de co-living? Du coup, juste pour Pardon. terminer, ouais, parce que j'étais dans une réflexion, et en fait, c'est un concept qui est né aux États-Unis, dans la Silicon Valley, pour tous ces employés qui cherchaient plus de flexibilité et qui venaient pour travailler quelques mois et tout ça. Bref, ce concept s'est développé de plus en plus en Europe et maintenant pousse comme des champignons partout en Europe. Nous, je précise qu'on est le seul co-living de Roumanie et de la zone, et du coup, il y a 2 principales différences. La première différence, c'est le public. Le public Avec l'auberge jeunesse, ouais. Ouais, avec une auberge de jeunesse, pardon. La première différence, c'est le public. C'est-à-dire que une auberge de jeunesse s'adresse principalement à des gens très jeunes, mais dans tous les cas, à tous les publics. Nous, on a une cible qui est assez définie, qui sont les digital nomades. Le digital nomade, qu'est-ce qu'un digital nomade? C'est une personne qui travaille à distance et qui peut se permettre de voyager. Donc en fait, on se retrouve encore plus post-pandémie dans cette situation. Bon, je travaille de chez moi, et où est-ce que j'ai envie d'aller en fait finalement? Est-ce que je reste sur mon canapé chez moi, ou est-ce que je décide de voyager, d'aller visiter une autre capitale pour 1 mois, 2 mois, 3 mois? Et en fait, c'est une tendance qui devient énorme dans les personnes de notre génération qui décident de passer 1, 2, 3 mois, et parfois même toute leur année à l'étranger en faisant un peu des tours de capitale. Donc nous, on propose à ce public de digital nomades, mais aussi d'expats, parce qu'on n'a pas que des digital nomades, et de gens qui voyagent vraiment doucement et qui se disent, bah, comme nous finalement, j'ai envie d'aller explorer cette ville, voir si elle me plaît. On leur propose un lieu de vie. Donc ça, c'est la première chose, c'est le public. La deuxième chose, c'est la durée de séjour. Parce que nous, on propose un séjour de minimum de 1 semaine. C'est-à-dire qu'on prend pas de réservation en dessous d'1 semaine, mais notre moyenne de séjour est entre 1 et 2 mois. Ouais. Ce qui est très différent avec une auberge jeunesse où la plupart des gens viennent pour 1 nuit, 2 nuits, comme un hôtel. Donc nous, on n'est pas du tout un hôtel. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, en plus de proposer juste une chambre, on propose aussi un espace de travail. C'est-à-dire si vous prenez une chambre dans notre co-living, vous avez aussi accès à notre coworking, c'est-à-dire un espace avec un bureau. Et en fait, ce qui vous permet vraiment de combiner travail et vie et plaisir. Et la dernière chose, mais ça c'est assez similaire finalement avec une auberge de jeunesse, c'est que quand vous restez chez nous,
on vous propose aussi des activités communautaires. C'est-à-dire que on a des personnes qui sont en charge de la communauté, qui vont proposer le dîner communautaire de la semaine, une sortie en ville, une session de réseautage où on va parler de nos boulots et des choses, faire des échanges un peu d'expérience. Et en fait, l'idée de tout ça, c'est de se dire à la fin, je sors de cette expérience avec des nouvelles connexions professionnelles, des nouveaux amis, voire une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon, parce que ça arrive aussi. Il y a une cuisine commune. Et voilà. Comment ça fait? Et en fait, ouais, le reste, c'est que du coup, on a 12 chambres privées, et tout le reste des espaces est commun, y compris les salles de bain. D'accord. La cuisine, le salon, la terrasse. Une salle de bain, vous avez? On a 5 salles de bain. D'accord. Du coup, tout l'espace est commun, et en revanche, après, on a aussi beaucoup de services. C'est-à-dire qu'on a une femme de ménage, c'est presque comme un hôtel, qui vient quasiment tous les jours, qui fait les chambres, qui change des draps. Donc en fait, vous payez pour un service tout compris. Donc voilà. La principale en fait différente aussi, c'est que la plupart en fait des gens qui viennent en fait dans ce type de logement, c'est plutôt que de rester, de louer un Airbnb qui serait potentiellement au même prix ou un peu plus cher, un peu moins cher, ils vont venir en fait dans ces lieux pour justement avoir accès à la communauté. Et c'est vraiment c'est ça le principal atout en fait de ce type de lieu. Vous proposez des prix accessibles. On propose alors on propose des prix qui sont justement plus ou moins les mêmes que pour des Airbnb. D'accord. Mais dans tout ça, c'est un prix qui est global, et en fait tu as déjà accès en fait à d'autres personnes qui sont dans le même cas que le tien, et on a aussi accès à un autre lieu dont on va pouvoir parler maintenant, qui est du coup notre café de spécialité, café bar. Je vous coupe un instant parce que je veux pas qu'on oublie l'adresse. Où se trouve alors le lieu donc dont Hugo vient de parler, qui s'appelle Vine 21, est situé Strada Constantine Bosciano au numéro 21. D'accord. Et c'est juste à côté du parc Carole. Donc c'est entre le parc Carole et le Parlement. Donc on est plutôt dans le sud, on va dire, de Bucarest, la limite centre-sud. Donc voilà. Et en fait, au même endroit, on a ouvert en fait il y a maintenant 2 ans AM Social Space, qui est du coup un café de spécialité, et qui est un lieu, un café et un bar. Et alors l'idée de ce lieu-là, c'était justement dans la continuité en fait d'offrir à tous ces gens en fait qui viennent du co-living un lieu où ils pouvaient justement travailler, où on a en fait un espace de coworking, mais aussi ce café qui est accessible pour les gens. Deux endroits différents. Alors c'est dans le même lieu. On a au rez-de-chaussée le café, et à l'étage un espace de coworking. Alors l'espace de coworking, il est principalement utilisé pour les gens qui sont dans la maison, et le rez-de-chaussée, qui est le café, est ouvert au public. Excuse-moi, je t'interromps, mais donc tout est dans le même lieu, c'est-à-dire que l'espace dont j'ai parlé avant, le co-living, est dans le même endroit que le café. Il y a 2 entrées séparées, mais une cour commune. Donc c'est en fait une grande maison, un très grand espace, on a quasiment 1000 mètres carrés, qui regroupe ces 2 activités, qui en fait finalement sont complémentaires, mais qui ont 2 entités et marques différentes pour que les gens puissent se retrouver. C'est vrai que quand on rentre dans le café, on sait pas nécessairement qu'il y a juste un hôtel à côté. C'est très bien. Ouais, c'est séparé. Et donc l'idée, c'est qu'on a voulu en fait créer cet espace qui est un espace ouvert au public, pour justement en fait avoir une dimension. Pour nous, c'était très important en fait. On a toujours été passionnés de bonne bouffe, de bonnes boissons. On a aussi découvert en arrivant à Bucarest que c'est une scène très poussée pour le café de spécialité. Donc le café de spécialité, grossièrement en fait, l'idée c'est d'avoir un café qui est déjà très bien sourcé, donc avec des graines de très bonne qualité, qui est ensuite torréfié d'une certaine manière et ensuite préparé d'une certaine manière. Et en fait, à Bucarest, il y a vraiment, c'est une très grosse scène pour ce genre de boisson. Donc nous, on a commencé à se passionner là-dedans, et on s'est dit, ok, on va ouvrir aussi un café, on va faire du très bon café. On aime bien la bière, on va faire de la bonne bière, il y a de la bonne bière artisanale, et on va essayer de pousser en fait au maximum l'aspect local, toutes les boissons et tout ce qui se fait en fait à Bucarest, essayer de promouvoir un peu cette culture, parce que et promouvoir les producteurs locaux. Exactement, c'est vraiment l'idée, parce que nous on est je pense qu'en fait on est arrivé aussi à Bucarest où on a voulu apprendre la langue assez rapidement, on a voulu vraiment s'imprégner en fait de la culture, et on est aussi un peu tombé amoureux de la Roumanie, on a envie de la promouvoir aussi à notre manière.
Et tout ça en poussant justement le maximum les produits locaux, les artistes locaux aussi, parce qu'on organise en fait dans notre espace tous les mois, tous les 2 mois en fait, on organise pas mal d'événements. On fait des concerts, on fait des expositions. On a C'est aussi une salle de concert. Alors salle de concert, on fait oui. en fait, on organise des concerts, alors soit sur la terrasse l'été, à l'intérieur pendant l'hiver. Ouais. Et généralement en fait, c'est la plupart des gens, c'est aussi des artistes roumains. Ouais. Pas que. Mais, C'est vrai que ça, je t'interromps encore là-dessus, mais c'est vrai que beaucoup de Français qui arrivent, c'est vrai qu'on a quand même une vraie tradition des commerces de bouche en France. Et la plupart des Français qui viennent en Roumanie, ils viennent avec des concepts français. Ça, vraiment la grosse différence. Ils mettent un drapeau français sur leur vitrine et ils disent, bon voilà, je fais telle chose, ce qui a rien de mal, parce que finalement, on a vraiment aussi besoin de ça. Mais nous, c'est vrai qu'Arthur et moi, on a pris le contre-pied de ça et on s'est vraiment dit, on veut créer un business roumain. C'est-à-dire, bien sûr, on est français et on est fiers de ça et on a des petites influences françaises dans notre décoration, probablement dans notre concept. Mais c'est vraiment un concept, si vous venez chez nous, vous pouvez pas forcément deviner du premier instant que vous êtes dans un concept, que les patrons sont français. Donc ça, c'était vraiment l'idée, c'était de se dire, on apprend la langue, on est en immersion et on mise pas forcément sur la clientèle française, mais plus sur une clientèle roumaine et internationale. Bien sûr, avec notre hub, et le fait qu'on ait tous ces internationaux, ces digital nomades, qu'on soit nous-mêmes français, qu'on ait des amis français et internationaux, on a un public international et c'est vrai que c'est aussi un atout pour les Roumains qui arrivent et qui disent mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui parlent anglais dans cet espace, qu'est-ce qui se passe? Et là on leur explique, bah oui, il y a des digital nomades parce qu'en fait on a aussi un co-living et on leur explique le concept. Mais c'est vrai que notre clientèle, et encore plus le fait qu'on est dans un quartier un peu du sud, c'est une clientèle de quartier. Donc nous, c'est ça qui nous plaît aussi, c'est de se dire, on a réussi à créer un peu une sorte d'énergie de quartier, comme nous, ça nous plaît aussi en France, finalement, parce qu'il y a aussi ce côté-là en France, les petits cafés de quartier, et c'est ce qu'on a voulu créer. Et à la fois un café de quartier, mais aussi un hub où il se passe plein de choses. Et en fait, au début, c'était aussi un peu une nécessité d'organiser tous ces événements pour se faire connaître, en fait, parce qu'on est un peu caché, on est dans une rue, ce qui a aussi un gros charme, parce que vous êtes dans une petite cour un peu cachée. Mais c'était l'idée, comment on peut faire venir des gens chez nous. Et on a commencé à organiser beaucoup d'événements, et si bien qu'en fait, ça nous a beaucoup plu. Et maintenant, en fait, on a toutes les semaines des événements qui se passent. On est en janvier, c'est un peu plus calme, mais de manière générale, comme disait Arthur, des concerts, des expositions, des projections de films, des dégustations de vin, de bière, plein de choses. Et ça, vous demandez pour ceux qui ne font pas partie, qui sont pas logés chez vous, vous demandez une participation quand il y a au public, quand il y a un concert ou des expositions. Ça dépend. La plupart du temps, c'est entrée gratuite. On va dire 90% du temps, c'est entrée gratuite. Il arrive que consomme. Et voilà. Et c'est ça notre modèle. C'est un peu l'idée en fait. Vous offrez aussi des plats ou. Alors, on n'a pas de cuisine, mais on a du coup plutôt des snacks, on va dire. Ouais. Mais l'idée, c'est par exemple, ça nous est arrivé de faire des événements où on demandait à des gens de cuisiner ou de faire des choses. Mais l'idée, c'est que l'entrée est plutôt gratuite et nous, on est parti justement en fait sur ce modèle-là où on a aussi un espace qui se prête assez facilement pour le travail, par exemple. Et donc il y a beaucoup de coffee shops qui n'acceptent pas les gens qui viennent avec des ordinateurs pour travailler. Nous, en fait, on part du principe que justement, c'est un peu le contraire. On a un espace assez grand. Et les gens peuvent venir consommer au bar et travailler et rester comme ils veulent. Donc généralement, la plupart des gens jouent le jeu justement et finalement consomment et on s'y retrouve. Ouais. Et donc c'est un peu l'idée. Et juste pour revenir sur cette partie cuisine, donc en fait non, on n'a pas de cuisine. En fait, on a 2 partenaires principaux qui sont la cuisine de l'hôtel de l'homme. Ouais. Oui. Mais du coup, uniquement réservé pour les gens. C'est 2 choses différentes. Vous l'utilisez pas pour le café, ouais. Mais pour le café, on a des partenariats, c'est-à-dire que notre principal partenaire, c'est Caramel, la boulangerie française. Et en fait, tous les jours, on a les meilleurs croissants, pain au chocolat de la ville qui viennent livrer à la première heure, des sandwichs, des quiches. Et tout ça vient de Caramel. Ouais, et on a aussi un autre partenaire, une autre boulangerie de quartier qui s'appelle Grain Trip. Et en fait, finalement, quand vous venez chez nous, vous avez quand même beaucoup d'options de choses à grignoter, parce que c'est là que la plupart des gens négocient un café, qualité, ouais. veulent souvent le plus petit déjeuner et déjeuner. Donc on a beaucoup de choses. Mais après, on a aussi, vu qu'on n'a pas de cuisine, on mise aussi là-dessus, des événements avec de la nourriture. Et le principal, celui qui est assez régulier en hiver, et j'en profite pour en parler maintenant parce que c'est quand même la bonne occasion, c'est qu'on est aussi avec nos amis des Amis de la Fête. Donc, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, qui font de la raclette et qui ont maintenant une fromagerie à Amzeil. En fait, on fait des événements ensemble. Et là, le prochain événement est le samedi 27 janvier, où en fait, les Amis de la Fenêtre viennent chez nous et on fait une journée raclette ensemble. Vous pouvez venir chez nous et en plus manger des portions de raclette, boire du café.
Donc, pour ceux qui nous écoutent, bien. Belle pub. venez nous voir le 27 janvier. Parfait, parfait. Et je suppose que vous avez, au niveau de votre communication, c'est quoi? En Roumanie, Facebook marche pas mal, mais vous Instagram. avez Instagram surtout, ouais. Ouais. Hein, Maintenant, c'est un peu partout, je pense. Bah, nous, on n'est pas des grands férus de réseaux sociaux, mais on a Ouais. quand même pas mal investi parce qu'on sait que c'est important. Et Ouais. c'est vrai que maintenant, c'est Instagram un peu pour Ouais. tout. Bah, surtout en fait, ouais, notamment pour le café de spécialité par exemple, Instagram c'est vraiment nécessaire. Ouais. Et il y a beaucoup le fait que Bucarest soit aussi justement une capitale un peu pour le café, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'influenceurs et donc de gens qui qui ont des comptes qui sont en lien avec le café ou en lien avec ce type de lieu. Et donc ouais, c'est un peu une obligation d'être présent, et d'être bien présent sur ces réseaux. Et en revanche, pour les événements, c'est plus Facebook. Parce que si vous voulez, les auditeurs qui nous écoutent veulent savoir un peu Voilà. ce qui se passe chez nous, c'est sur Facebook. Sur Facebook. Et Encore alors, c'est Vine 21 ou AM Social? Qu'est-ce que la page? La page pour le café, donc ce qui sera susceptible d'intéresser les auditeurs aujourd'hui, c'est plus AM Social Space. En fait, les deux peuvent potentiellement intéresser nos auditeurs, mais si en tout cas ils veulent venir pour boire un café, ça sera AM. Et pour les événements, c'est aussi sur AM Social Space. Ah, donc c'est plutôt AM Social Space pour les événements sur Facebook. Vine 21, c'est vraiment le public de digital nomades qui viennent en Roumanie pour travailler et interagir en communauté. D'accord, d'accord. Financièrement, après 4 ans et après 2 ans, même depuis que ces deux entités fonctionnent, vous êtes plutôt. Et puis après la pandémie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. En fait, ça a été. Comment, oui, d'accord. C'est une question. Comment vous l'avez Ça a été assez traversé. compliqué. Ça a été assez compliqué pour nous parce qu'en fait, on a du coup commencé 1 an avant la pandémie. Donc en fait, pour tout business, tout le monde sait bien qu'en fait, il faut au moins 6 mois, 1 an pour pouvoir se mettre sur pied. Et en fait, au moment où on était prêt à justement faire lancer un peu la machine, la pandémie est arrivée. Donc en fait, on a quand même vécu 2 ans, 3 ans quasiment de complexité. Avec le loyer à payer. Avec le loyer à payer. Et en fait, du coup, après une première année qui est l'année de lancement, on a eu 2 ans de pandémie. Heureusement, on a quand même réussi à s'adapter, mais ça a retardé l'ouverture de café parce qu'en fait, on l'a fait en 2 temps. On a ouvert il y a 3 ans et demi notre co-living et le café n'a ouvert que depuis 1 an et demi. Parce qu'en fait, on a dû attendre la fin de la pandémie et dans tous les cas, on avait prévu une ouverture en 2 temps. Et en fait, ce qui est si bien que là, maintenant, ça fait un peu plus, ça fait 1 an et demi à peu près qu'on se paye vraiment plus que correctement et que là, qu'on commence vraiment à être dans une zone confortable, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'on a quand même dû être inventif, trouver des petits boulots à côté, faire du freelancing, vivre sur nos économies quand c'était vraiment Covid et qu'on pouvait rien faire d'autre. Donc ça n'a pas été forcément facile, mais on a enfin, je pense, trouvé l'équilibre financier qui nous va. Et on a aussi pu en fait là depuis notamment commencer à pouvoir engager en fait des personnes pour le café notamment, parce qu'en fait au début on travaillait uniquement donc Hugo et moi. Et ensuite, on a pu engager une première personne et récemment, depuis maintenant 5 mois, engager une deuxième personne. Et administrativement, vous êtes structuré comment? Vous êtes une petite société? Ouais, on est une SRL qui est basée du coup en Roumanie, donc une société roumaine. Une seule SRL une seule, pour toutes les activités. Ouais. Et donc du coup, on a pu engager puis donc 2 personnes et on va potentiellement engager une autre personne là pour l'été. On a aussi une personne plutôt sur une bonne croissance. On a aussi une personne avec qui on collabore pour nos réseaux sociaux, social media. On a maintenant aussi une femme de ménage qui travaille quasiment à temps plein. On a un volontaire pour le co-living. Donc en fait, on commence à avoir une petite équipe et c'est super agréable en fait de voir notre bébé qui grandit et le fait que on commence à avoir des gens autour de nous qui nous entourent et qui peuvent grandir avec nous. Après, le truc aussi, ce qui est génial, c'est qu'on commence enfin à avoir une vie, c'est-à-dire une vie en dehors de notre projet, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que le problème, c'est que entre la première année de construction, donc qui dans tous les cas pour tout business est super impliquante, et plus les 2 ans de Covid où il fallait tout tenir à bout de bras juste nous deux, en fait, on a dû vraiment mettre nos vies personnelles de côté et se concentrer sur le projet, ce qui n'a pas forcément été évident. Et là, maintenant, ça fait, on va dire, 1 an et demi que on respire enfin. Il a fallu faire des travaux importants au début pour les chambres. Ouais, alors, en fait, c'était pas au départ, c'était pas un hôtel cette. Alors, c'était pas un hôtel, mais en fait, c'était une maison qui était plus ou moins. Il y avait déjà des chambres. Il y avait déjà des chambres qui étaient organisées. Et en fait, on a fait pas mal de choses. Donc, on a fait pas mal de travaux qui étaient des travaux assez importants pour la partie café et coworking. Et en fait, pour toute la partie du co-living, on est arrivé aussi avec quand même beaucoup d'énergie en se disant voilà, c'est le début d'un projet. Et en fait, on a refait en fait beaucoup de choses. Donc, on a commencé à bricoler beaucoup
nous deux, on a commencé à apprendre, on a monté des meubles, on a fait beaucoup de coups de peinture, appris de l'électricité, de la plomberie, voilà, beaucoup de choses un peu par nous-mêmes. Et on a décidé en fait pour tout ce qui est dans le co-living, d'essayer de le faire par nous-mêmes. Alors bien sûr avec de l'aide de certaines personnes, hein, forcément, mais et pour toute la partie du café où là c'était quand même un peu plus du gros œuvre, on est passé plutôt par des professionnels. D'accord. Le Plus ou moins co-living, professionnels. c'était principalement de l'aménagement et du design. Parce que bon, c'est quand même agréable d'avoir un lieu Ah, parce design. qu'il y avait la cuisine, il y avait la Il y avait salle de ce genre de bain, choses, ouais. Ah oui. Et du rafraîchissement, c'est-à-dire peinture, comme disait Arthur, on a fait des petites réparations, peinture, changement de choses, petites modifications. Ce lieu, vous l'avez, j'ai oublié de vous poser la question, vous l'avez trouvé comment? On l'a trouvé en fait en cherchant nous-mêmes un lieu Ouais. où on pouvait rester parce qu'en fait quand on est venu en Roumanie, on est revenu en fait 3 mois après cette petite parenthèse, cette petite vacances, et en fait on a cherché un lieu où on pouvait rester justement plutôt long terme, en tout cas on payait au mois sans se faire forcément allumer sur les prix. Ouais. Et en fait on a pu trouver ce lieu-là qui était déjà une sorte de résidence universitaire tenue par donc c'est un projet qui était monté par des Roumains, mais qui était un peu en fin de vie et moins de management, et donc c'était une maison un peu fantôme, mais on pouvait en fait payer une chambre au mois et pas très cher. Et en fait on a pu vivre dans cette maison pendant, il me semble, 2-3 mois en tant que résident et commencer à mûrir en fait tout le projet en se disant mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et donc en fait, Quand vous saviez que cette maison elle allait être disponible, on savait pas encore, mais en fait, quand on l'a su, on a sauté sur l'occasion et on a compris que en fait c'était ce moment. Ouais. Parce qu'en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après 3 mois en Roumanie, le lieu dans lequel on était du coup a fermé. Ce lieu dont on est maintenant locataire, et en fait on a eu l'opportunité de le reprendre. À l'époque, le café où maintenant vous trouverez AM était un garage, donc il y avait rien, et le co-living, qui était à l'époque en fait une sorte de grande colocation, une sorte de résidence avec des étudiants un peu perdus, mais avec un concept de départ et je veux dire l'idée de chambre. Donc c'est pour ça qu'en effet il y a pas eu des gros investissements à faire à part changer le mobilier, remettre un coup de fraîcheur un peu partout et changer le concept. En fait finalement il y avait déjà une base existante, ce qui nous a pas mal aidé au départ parce que c'est vrai que ça nous a aidé à aller un peu plus vite quand même. Et construire sur un truc qui existait déjà en changeant le concept. On avait déjà quelques personnes qui étaient dans le lieu. Ça nous a permis en fait de tout de suite démarrer notre business, ce qui a été un point positif. Et la chose très importante qu'évoquait Arthur, c'est que nous c'est notre premier projet entrepreneurial, et en fait le fait d'avoir ces 3 mois dans cette maison en se disant ah ouais mais c'est dommage qu'elle soit autant laissée à l'abandon parce qu'il y a un potentiel. Et on a commencé à tous les deux en fait à utiliser ce lieu comme un laboratoire d'expérimentation pour notre projet. On a commencé à faire un business plan basé sur ce lieu. Et en fait, le jour où on a vu que le lieu allait se libérer, bon, on s'est dit c'est jackpot. En fait, finalement, c'était exactement ce sur quoi on était en train de travailler. Allons-y. Et en fait, ce qui fait qu'après 3 mois en Roumanie, on a repris ce lieu, alors qu'on parlait pas roumain, qu'on venait d'arriver, qu'on connaissait pas grand-chose à la culture roumaine. Avec les autorités roumaines, ça s'est bien passé pour officialiser les établissements, ces 2 établissements. Enfin, il n'y avait pas eu trop de soucis à ce niveau-là. En fait, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on s'est plutôt bien débrouillé, c'est qu'on a toujours plutôt bien réussi à bien s'entourer. Et on a trouvé en fait beaucoup de gens qui nous ont justement aidé là-dessus. Et voilà, alors on sait que l'administration roumaine, pas forcément, je pense, plus compliqué que la française, hein, mais on sait que c'est compliqué et qu'il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Et on a toujours, on a trouvé en fait les bonnes personnes qui nous ont aidés, qui nous ont bien aiguillés. Et oui, on a pu avoir en fait toutes les autorisations pour à la fois notre activité du co-living et aussi les activités du café. Alors bien sûr, on a eu des petits petits obstacles, des petits accros, mais je veux dire c'est bien passé. Ça, c'est propre à chaque Alors, projet. je suppose, enfin, je sens que votre esprit d'entrepreneur pense peut-être déjà à de nouvelles étapes. Ça ne m'étonnerait pas. Est-ce que proposer un nouveau lieu à Bucarest ou ailleurs est dans vos esprits? En fait, l'idée, c'est que on arrive enfin au stade où, en effet, notre lieu arrive à maturité. C'est-à-dire que on a maintenant une équipe, qu'il est de plus en plus autonome, et en fait, il y a encore 1 an, c'était très compliqué d'envisager ça. C'est vrai que ça l'est de plus en plus.
D'autant plus qu'en fait, on est toujours aussi bien en Roumanie. On s'est vraiment posé la question tous les deux et on s'est même assis ce début d'année pour en discuter parce que bon, c'est pas toujours clair. On est étranger ici, c'est un peu notre maison d'adoption, mais en tant qu'étranger, on a toujours cette question. Mais finalement, est-ce qu'on va rester là? Qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, on se rend compte qu'un projet, c'est aussi de l'investissement dans le temps. C'est-à-dire que moi, j'étais dans notre duo, Arthur est plus posé et moi, je suis plus un peu le foufou, à toujours un peu à partir dans tous les sens. Et c'est vrai que pour moi, c'était très compliqué, par exemple, de me dire bah, si je crée ce projet aujourd'hui, ça veut dire que pour les 5 prochaines années, je suis là. Parce qu'en fait, on crée des lieux physiques. Et un lieu physique, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. C'est pas un business en ligne où on peut aller vivre à l'autre bout du monde. Là, où on rentrait en France. Même Donc, si en je fait, suppose, pardon, excuse-moi, je vous coupe, vous pouvez, vu que vous êtes deux, si l'un des deux veut s'absenter pendant quelque temps, c'est possible. C'est possible maintenant, mais c'était quelque chose c'est quelque chose qu'on a vraiment aussi appris à faire, hein, parce que je pense que ce qui est aussi assez intéressant dans ce projet, c'est que du coup, ça fait 5 ans maintenant là qu'on a commencé un peu cette aventure, et on a beaucoup appris aussi sur nous et nos manières de nous organiser, et en tant que justement entrepreneur, et à savoir justement déléguer, faire des choses et prendre un peu de hauteur. Et c'est quelque chose que maintenant, oui, on arrive à faire, le fait d'avoir aussi des gens qui nous entourent, d'avoir une équipe justement. Donc maintenant, on peut le faire. Vous pouvez presque même partir tous les deux. Ça nous est arrivé. C'est toujours un peu. Oui. On fait toujours un peu attention, mais oui, c'est quelque chose qui est possible, et c'est aussi surtout, on essaie de penser en fait notre business comme ça, en se disant si on n'est pas là, il faut que ça fonctionne, et il faut pas que ça s'arrête. Mais en fait, on n'est jamais à l'abri d'un pépin parce qu'on est quand même un lieu physique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on est tous les deux à l'étranger et puis une de nos employés tombe malade, par exemple. On est encore une petite équipe, ça se remplace pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je sais pas, le compteur électrique saute pendant qu'on est parti et qu'on a besoin d'un électricien? Il y a personne pour appeler électricien. C'est pas nos employés qui vont s'en occuper, ni nos locataires qui parlent pas roumain. Donc il y a toujours, en fait, on est toujours dans une situation un peu précaire. Et en fait, c'est ça l'avantage. C'est maintenant, on est quand même dans un rythme de vie qui est beaucoup plus cool, disons. Mais à l'inverse, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une urgence et quelque chose à gérer qui est tout à fait gérable, mais qui implique. Vous habitez chacun de, enfin, vous habitez où vous habitez séparément déjà à côté du lieu ou on habite dans le quartier. En fait, on a vécu tous les deux dans le co-living parce que je pense que c'était important de tester notre concept. C'est aussi très important d'être là. Et puis en fait, financièrement, c'était au début, c'était quand même plus pratique. Et maintenant, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi. Je pense qu'on a tous les deux en fait nos appartements chacun séparés. Pas loin du lieu. Pas loin du lieu, voilà, dans le quartier, parce que c'est aussi un choix en fait. Moi, par exemple, j'ai vécu ailleurs, un peu plus vers Romana, et en fait, on est quand même très attaché à notre quartier, le quartier où on est. Et maintenant, moi, par exemple, je vis plus vers Tineret-Toulouse, et c'est du coup un peu plus au sud. Et c'est un quartier aussi que j'aime beaucoup parce que justement, il y a beaucoup de vie de quartier. Et voilà, je me déplace, je viens à pied ou à vélo, ce qui est quelque chose que j'affectionne beaucoup, surtout à Bucarest. Et voilà, et Hugo vit aussi dans le quartier, pas très loin, à 5 minutes. En fait, c'est un truc, en fait, je complète ce que dit Arthur, c'est vrai qu'on a, depuis qu'on est arrivé quasiment, vécu que dans ce quartier. Et en fait, on a développé un vrai amour pour ce quartier, en fait, pour le secteur 4. Et le fait que, en fait, par Carole, Tineret-Toulouse, Arthur, maintenant il y a Tim Pournoy, moi je suis Principatele Unité qui est du coup qui est juste à côté de la place Unirie. Et en fait, ce qu'on aime beaucoup, c'est que en fait, je pense Arthur et moi, on a tous les deux, même en France, vécu dans des quartiers en gentrification. Moi, par exemple, quand j'étais à Paris, je vivais dans le quart nord-est de Paris, à Lyon, pareil, dans des quartiers qui émergeaient un peu. Et moi, j'ai toujours aimé cette agitation des quartiers un peu populaires qui se transforment avec des nouvelles énergies, des nouveaux lieux. Et en fait, vous sentez ça en fait, c'est ce qu'on sent. C'est ce qu'en fait, le secteur 4 est en train de se gentrifier à la roumaine. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est plus du tout le monopole n'est plus au quartier nord de Bucarest. Il y a de plus en plus d'expatriés, d'étrangers, mais aussi de Roumains avec un peu plus aisés qui viennent s'installer. Il y a des résidences un peu de luxe qui s'installent dans notre quartier. C'est vrai que le parc Carole, ça se prête beaucoup aux familles, aux jeunes. Voilà, et la qualité de vie est super. Et c'est vrai que le nombre de lieux explose, que ça soit café, bar, lieu de sortie. Et c'est des quartiers qui sont de plus en plus agréables à vivre. Et en fait, nous, on a un peu mis un peu d'honneur à développer ce quartier. En fait, on est fiers de se dire, contrairement à tous les expatriés qui sont dans le Nord, nous, en fait, on s'implique dans ce quartier et on a envie de le développer. Et c'est vrai que... Répondez à ma question éventuellement. Est-ce que un nouvel endroit est en vue ouais, alors oui. On va pas faire de teasing, mais oui, c'est l'idée. Pas à répondre. Hein, non, mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment des réflexions dans lesquelles on est maintenant.
où en fait on a à la fois envie de sécuriser notre lieu maintenant et avoir du coup ce co-living et ce café et oui on aimerait beaucoup en fait développer ouvrir potentiellement un autre lieu qui serait plus dans la continuité de ce qu'on peut faire avec AM et que ça soit justement un lieu social ouvert au public, peut-être plus bar où il y aurait aussi de la musique live. Donc pas un autre pas forcément un autre co-living. Non. Non. On est plus en fait de continuer sur la partie plutôt un lieu public ou plus animé avec potentiellement, enfin c'est une question qu'on se pose avec potentiellement de la nourriture. Mais on a envie de rester quand même toujours dans cette zone de l'hospitalité, enfin l'hospitalité. Et dans le secteur 4. Et potentiellement dans le secteur. Ça dépend. Ça dépend toujours exactement. Ça dépendra forcément des opportunités, mais en tout cas, c'est, comme disait Hugo, c'est nous, on est attaché à ce quartier-là. On l'a vu aussi beaucoup grandir et beaucoup évoluer. En fait, depuis qu'on est arrivé, on a vu plein de choses qui se sont faites, qui se sont améliorées, plein de lieux qui ont ouvert. Et le fait de voir que justement il y a d'autres personnes, des Roumains notamment, qui ouvrent d'autres business dans ce quartier, ça nous pousse à croire que oui, c'est plutôt un bon pari, quoi. Parce que oui, c'est vrai que nous on a cette logique-là, en fait, c'est pas forcément la logique de tous, mais de se dire en fait plus on est, mieux c'est. C'est-à-dire que certaines personnes vont se dire ah ouais mais j'ai un concurrent qui ouvre à côté, finalement faut peut-être que je change de quartier. Et nous c'est l'inverse, en fait, on se dit plus on est de fous, plus on rit. Et justement on le voit à Bucarest, des quartiers par exemple, mettons le quartier Armeneasca ou Ikoanei, qui explosent et qui en l'espace de 2-3 ans, une dizaine de lieux ont ouvert et deviennent de plus en plus attractifs. En fait nous en tant que public, ces quartiers-là deviennent de plus en plus attractifs parce que finalement c'est agréable de se dire ah je sors dans ce quartier et puis finalement je peux aller dans un bar et puis finalement aller dans un autre après et puis aller dans un restaurant et aller boire un verre ensuite. En fait c'est en général le fait plus il y aura de lieux dans ce quartier et plus il y aura de vie, plus ça va attirer les gens et plus il va devenir sur la... C'est bien pour tout le monde, ouais. Donc ça c'est la chose. Et puis après aussi pour répondre à la question de quel type de business, c'est vrai que nous ça a été un peu un cheminement parce que finalement on a été très ambitieux et on s'en est rendu compte après coup et ça a été quand même un gros challenge. À notre âge, on a commencé, on avait 28 ans, ouvrir 3 business en un, co-living. C'est un premier business, le café c'est un deuxième business, le coworking c'est un troisième business, les événements on n'en parle même pas, et en fait on a fait ça sans expérience, un peu naïf, sans expérience, en Covid, et donc c'est vrai qu'au final, bon, maintenant je dis pas ça pour nous jeter des fleurs, mais on a quand même, après coup je me dis waouh, on a quand même fait un truc assez dingue, et c'est vrai qu'après dans la phase de développement, du coup c'est pas forcément évident de se dire mais finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est un peu au gré des périodes et des envies. Il y a un moment en fait où on réfléchissait vraiment, en fait on est le seul co-living de la région et c'est un concept qui explose, donc en fait on pourrait aussi se dire on va ouvrir des co-living à l'appel dans la région, mais finalement on s'est rendu compte que Arthur et moi en fait on a bien sûr l'aspect financier en vue et on a envie d'en vivre et d'être heureux, et je dirais d'être bien l'aspect financier, mais on est vraiment des personnes qui marchent à la passion. Et en fait, on a quitté tous les deux nos boulots parce que justement on s'emmerdait et qu'on s'est dit qu'on avait envie de faire de notre boulot une passion. Et en fait, on n'a pas que des motivations financières. C'est-à-dire que le but c'est pas, sinon on ouvrirait des car wash. Mais du coup, l'idée c'est de se dire maintenant on est plus dans cette optique-là d'avoir votre vie, que ce soit pas un travail qui. Nous oui, ça, en fait c'est comme je dis, on a voulu en fait avoir aussi notre propre être un peu nos propres patrons pour justement en fait avoir aussi profiter de la vie, faire des choses qu'on aime. Je pense qu'il y a aussi beaucoup faire des choses qui ont du sens pour nous. On a tous les deux bossé sur le marketing, publicité. C'est pas des choses qui nous accomplissaient personnellement. Et c'est quand même on met un point d'honneur à faire des choses là qu'on aime faire, qui nous passionnent, et aussi voir l'impact par exemple du café auprès que ça soit de nos employés, créer de l'emploi, créer des passions, et puis voir des gens en fait rassembler des gens aussi. Je pense que c'est un vrai point d'honneur pour nous et ça nous fait plaisir. Super. Arthur, Hugo, je vous remercie pour vos propos et j'invite évidemment ceux qui nous écoutent à se rendre à votre lieu que j'ai eu la chance de découvrir il y a peu et qui m'a beaucoup plu. Donc vraiment encore bravo pour votre initiative et bonne chance pour les prochaines. Merci pour l'invitation. Voilà, l'émission se termine, cette première émission de l'année. Vous pourrez la retrouver sur la page Facebook de RFI et également sur le site rfi.ro. Comme d'habitude, Weekend Placout. À bientôt. La revedere.